Bonjour Eva. Donc tu es patiente experte spécialiste en accompagnement naturel du SOPK. Donc je te laisse nous en dire un peu plus dans la manière dont tu accompagnes les femmes avec leur SOPK et pourquoi tu as choisi de lancer Sova. Alors, bonjour tout le monde et merci Priscilla du coup pour l'invitation pour cette conférence. En gros, Sova, en fait, tout simplement, c'est une entreprise qu'on a créée avec ma sœur qui a pour simple mission d'accompagner et d'améliorer le bien-être des femmes qui sont concernées par le SOPK. Donc aujourd'hui, ça passe par deux volets très importants et ce sur quoi nous, on passe toutes nos journées. Le premier volet, ça va être la partie un petit peu médias et information, parce que nous, on a manqué cruellement d'informations quand on a été diagnostiqué, quand on a voulu connaître quel traitement était adapté pour le SOPK, lequel choisir, quelles étaient les options qui s'offraient à nous, et ben, il n'y avait aucune information, sauf à l'étranger. Il y en avait un petit peu plus aux États-Unis notamment. Et donc, on s'est dit tout simplement que cette information, il fallait la ramener en France pour donner le pouvoir aux personnes concernées par le SOPK d'agir dessus et juste d'avoir la connaissance parce que c'est quand on comprend sa pathologie qu'on arrive à agir dessus et à mieux vivre avec. Donc, du coup, ça passe voilà, par le média. Donc, on a un compte Instagram, un compte TikTok, on a un podcast et on a aussi un blog qui est assez complet. Un e-book aussi également qui est gratuit sur notre site. Donc, si vous voulez aller voir, c'est sova-du6car.com pour le site. Et sur les réseaux sociaux, pardon, c'est sova-SOPK. Donc ça, c'est toute la partie qui, moi, me prend 90% de mon temps et de mon énergie, c'est de trouver de l'information à partager et essayer de la partager de la manière la plus simple possible, sans rentrer forcément parfois trop dans les détails pour pas non plus bombarder les gens d'infos complexes. Et le deuxième volet, c'est la partie complément alimentaire, du coup. Donc là, c'est ma sœur qui travaille essentiellement dessus. Et on a développé des compléments alimentaires spécifiques aux besoins d'une personne concernée par le SOPK, avec plusieurs axes de travail à chaque fois. Donc, on a commencé par la résistance à l'insuline parce que c'est ce qui concerne le plus les personnes voilà, touchées par le SOPK, on en reparlera un petit peu. Et là, on va développer d'autres choses, donc la fertilité, la gestion du stress. On a aussi sorti récemment, par exemple, le magnésium et la vitamine D, qui sont deux essentiels de l'équilibre hormonal dont on parle très peu, mais qui sont, voilà, qui sont très, très importants et qui peuvent améliorer les symptômes. Donc voilà, nous, c'est un peu notre pari. C'est à la fois en donnant l'information auprès des clientes et aussi en leur apportant des solutions concrètes via les compléments alimentaires. Et pourquoi on l'a lancé d'ailleurs juste parce qu'en fait, c'est ce qui nous a manqué, nous, quand on a été diagnostiqués. Et vu que j'avais déjà créé d'autres entreprises avant, etc., là, vu que c'était le sujet de ma vie, je me suis dit, bah, je vais le partager. Oui, c'est plutôt intéressant de voir qu'on est pas mal dans ce cas-là où on souffre de quelque chose, on se dit bah il manque quelque chose. Moi, ça a été le Bah même ouais, cheminement pour mon livre. Moi, j'aime beaucoup lire et je me suis dit ah, ben il me manque quelque chose, il me manque un support et donc je l'ai créé. Donc c'est assez intéressant de voir ce cheminement-là et je te ouais. remercie d'avoir ça. Donc du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment fonctionne le SOPK? Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les Yes. différents types? On a pu le voir dans la conférence d'hier pour celles qui étaient présentes ou celles qui voudront le regarder en replay, qu'en effet, il existe différents types qui ont été décrits par les naturopathes surtout, un peu moins Ouais. par la médecine traditionnelle, et voir si vous aussi, ben, voilà, vous vous adaptez à ces types-là. Tu as parlé d'insulinorésistance, donc je pense que oui. Donc je te laisse nous en dire plus. Ouais, alors je vais repartager mon petit. Ok, donc ça marche pas ici. Partager ma petite présentation. Hop, j'arrive. Je l'avais fait d'une manière, mais ça marche pas en fait. Vous allez me dire si vous voyez assez, parce que sinon en fait je vois pas les questions après, c'est embêtant. Est-ce que ça suffit en gros comme ça ou pas? Ou faut que je mette un peu plus gros? Pour moi, Ah, c'est je peux bon. mettre comme Peut-être. ça. Ah bah voilà, parfait. Ok, trop cool. Alors,
Bon, du coup, qu'est-ce que le SOPK? Si on reprend un petit peu la base, le SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on parle d'un syndrome. En fait, c'est un syndrome, c'est une pathologie voilà, qui s'exprime de plein de manières différentes. En fait, c'est un ensemble de symptômes, un syndrome. Et là, le SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques, mais ce n'est pas seulement soi-disant des kystes aux ovaires, c'est un dérèglement hormonal. Et c'est un déséquilibre pas seulement hormonal ovarien, c'est vraiment un déséquilibre hormonal qui est sur l'ensemble du corps, qui se passe au niveau du cerveau, des ovaires, etc., mais qui peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment un déséquilibre global du corps. Donc ça touche à peu près une femme sur 7 en France. On estime qu'il y a aujourd'hui 70% des personnes concernées qui ne sont pas encore diagnostiquées. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que en plus, je pense, parmi les 30% qui sont diagnostiqués, il y en a très peu qui comprennent vraiment ce que c'est et à qui on a vraiment expliqué ce qu'était la pathologie et les risques sur le long terme, etc. Donc c'est vraiment important pour ça d'en parler autour de nous pour que voilà, il y ait plus de connaissances autour du syndrome. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que c'est pas seulement un problème de fertilité ou d'hormones féminines, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, le SOPK, ça peut se traduire sur le long terme par du diabète de type 2, par des troubles cardiovasculaires, par des troubles de la thyroïde, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, une atteinte à la fertilité puisque c'est la première cause d'infertilité mondiale. Donc, faut pas non plus paniquer parce qu'on a des manières d'agir dessus, mais c'est un point important de la pathologie qui va d'ailleurs être souvent le seul point traité par la médecine traditionnelle, malheureusement. Mais c'est pas du tout, voilà, si vous voulez pas avoir d'enfant, c'est pas pour ça que votre SOPK n'est pas important. Et donc, comment il s'exprime le SOPK? On va avoir plusieurs symptômes qui vont être associés. Parmi les plus courants, il va y avoir l'absence de règles, l'acné, la pilosité, la perte de cheveux. Mais on a aussi la fatigue chronique, la prise de poids, les troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, les troubles digestifs. Enfin, ça peut vraiment s'exprimer de plein de manières différentes chez plein de femmes. Ça va pas du tout s'exprimer de la même manière chez chaque personne. Est-ce que c'est clair pour le moment? Tout roule? Pour Nickel. moi, c'est clair. Peut-être que les femmes qui n'hésitent pas à écrire dans le chat si jamais il y a des questions, je les poserai directement à Eva. Stéphanie nous dit que oui, c'est clair. Bon, bah parfait. Alors, je pense que pour vraiment bien comprendre la pathologie, c'est important de comprendre comment on la diagnostique aussi. Donc, j'ai remis les critères de diagnostic. Donc, aujourd'hui, en France, on diagnostique avec les critères de Rotterdam. Donc, il y a 3 critères. Il faut présenter 2 des 3 critères pour être diagnostiqué. Aux États-Unis, par exemple, le premier critère qui est l'hyperandrogénie clinique, pour eux, c'est indispensable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'hyperandrogénie, c'est pas un SOPK. En France, on peut diagnostiquer un SOPK quand il n'y a pas du tout de signe d'hyperandrogénie. Donc c'est là où ça se discute un petit peu plus dernièrement parce que potentiellement, en fait, derrière le SOPK et derrière l'association de ces symptômes, il pourrait y avoir peut-être d'autres pathologies. Peut-être que potentiellement le SOPK, en fait, c'est plein de sous-pathologies qu'on n'a pas identifiées. Donc on met un peu tout derrière ce nom, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des types de SOPK derrière qui vont être intéressants pour savoir un petit peu quelle peut être la cause de l'expression de ce dérèglement hormonal, même si aujourd'hui on sait que le SOPK, c'est en partie génétique et épigénétique. Donc ça va être les facteurs environnementaux qui vont venir agir, donc la pollution, l'alimentation, enfin voilà, tous les polluants qu'on va avoir qui peuvent venir justement perturber notre croissance et perturber tout ce qui va être hormones, etc. Du coup, sur les critères, parmi les 3 critères, le premier critère, ça va être l'hyperandrogénie clinique, donc c'est-à-dire des choses qu'on observe à l'œil nu. Donc l'hyperandrogénie qu'on observe à l'œil nu, ça va être la pilosité, l'acné ou la perte de cheveux, qui va être surtout localisée à des zones, donc par exemple sur les tempes, etc. Donc, on peut avoir une hyperandrogénie qu'on constate cliniquement, mais par contre, dans le bilan sanguin, il n'y a aucun problème d'hyperandrogénie, il n'y a pas d'excès de testostérone, etc. Donc, ça, c'est un des premiers critères, mais donc, il y a l'hyperandrogénie clinique. Et pardon, on peut avoir aussi une hyperandrogénie biologique, donc c'est-à-dire que là, on va voir dans les bilans sanguins
qu'il y a une anomalie, un excès d'androgène, mais par contre, à l'œil nu, on voit rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilosité, il n'y a pas d'acné, il n'y a rien de tout ça. Donc ça, c'est le premier critère. C'est soit on l'observe à l'œil nu, soit on l'observe via le bilan sanguin, soit les deux. Et dans ce cas-là, voilà, les deux, et c'est clair. Le deuxième critère, ça va être l'ovulation rare ou absente. Et donc, généralement, une ovulation rare ou absente, ça va se traduire par des cycles qui vont être irréguliers. Donc, soit très long, soit très court, mais souvent, c'est très long. Donc, ça peut même aller jusqu'à une absence de cycle total sur plus de 6 mois, 1 an, etc. Et le troisième critère, ça va être le critère qu'on observe à l'échographie. Donc, ça va être une augmentation du volume des ovaires et donc qu'ils ont un peu justement cet aspect qu'on appelle polykystique, même si le mot n'est pas adapté parce que c'est pas des kystes, c'est des follicules. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu des ovaires en forme de grenade où on va avoir plein de petits points, etc. Et donc, ça, c'est ce qui donne justement l'aspect multifolliculaire. On préfère appeler ça multifolliculaire. Donc voilà, donc ça c'est les 3 critères. Il faut en présenter que 2 sur 3. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une personne qui a de l'acné, qui n'a pas de cycle, qui n'a pas de règles, mais par contre à l'échographie c'est nickel. On peut avoir quelqu'un qui à l'échographie va avoir des ovaires multifolliculaires et des règles irrégulières, mais par contre qui ne va avoir aucun signe clinique d'hyperandrogénie ni même biologique. Donc voilà, donc où on peut avoir encore quelqu'un qui a de la pilosité, de l'acné, une perte de cheveux, des ovaires polykystiques, enfin multifolliculaires, et par contre qui a des règles totalement régulières. Donc c'est pour ça que la pathologie, elle s'exprime vraiment de manière différente selon chaque personne. Et donc, j'ai mis tout en bas, le SOPK ne se diagnostique pas via une échographie. On voit encore beaucoup trop de femmes qui reviennent en panique suite à une échographie parce que on leur a dit, vous avez le SOPK, vous avez les ovaires polykystiques, etc. On peut avoir les ovaires polykystiques, donc avoir voilà, plein de petites follicules accumulées dans ces ovaires et avoir des règles régulières et n'avoir aucun symptôme. Et dans ce cas-là, c'est juste des ovaires polykystiques et ce n'est pas un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il faut faire attention parce que le diagnostic ne se fait pas via une échographie. L'échographie, elle vient seulement vérifier le troisième critère qui est celui où on va regarder s'il y a les ovaires multifolliculaires, etc. Mais si on a déjà le premier critère et le deuxième critère, en soi, on pourrait dire qu'on est diagnostiqué. Donc, voilà, c'est juste important de dire qu'une échographie ne suffit pas au diagnostic. Et selon moi, mais alors ça, c'est encore une fois, ça se discute un petit peu, ces 3 critères ne suffisent pas parce qu'il y a plein d'autres pathologies qui peuvent donner les mêmes symptômes que le SOPK et ne pas être un SOPK. Donc, on parle par exemple des troubles de la thyroïde qui peuvent au final donner exactement les mêmes symptômes et pourtant le SOPK n'était pas là avant, mais c'est juste les troubles de la thyroïde qui vont avoir un petit peu donner des troubles du cycle, etc. Et donc, ça va ressembler à un SOPK, ça va s'exprimer de la même manière, mais en fait, c'est lié aux troubles de la thyroïde. Ou alors, il y a l'hyperplasie congénitale des glandes surrénales qui, elle, est une maladie génétique, épigénétique aussi, qui peut voilà, s'exprimer pareil que le SOPK. Enfin voilà, donc il y a plein d'autres pathologies qui peuvent se vérifier facilement via un bilan sanguin. Donc normalement, c'est ce que votre médecin est censé faire. C'est-à-dire que quand il vous diagnostique, il vous fait un bilan sanguin pour aller vérifier toutes les autres pathologies autour et vérifier que c'est bien un SOPK et non pas une autre pathologie. Voilà sur le diagnostic. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai vu qu'il y avait j'ai entendu Oui, je des... me permettre de te couper dans ton élan. Il y a une Dis-moi. question de Clémence qui demande est-ce qu'il y a des niveaux de SOPK plus ou moins poussés? Bah alors, oui, dans le sens où va y avoir des personnes chez qui le dérèglement hormonal va être super marqué et va y avoir beaucoup de symptômes. Et puis, il y a des gens chez qui le dérèglement hormonal, il est tellement léger qu'il est à peine perceptible et qu'il y a quasiment pas de symptômes. Moi, aujourd'hui, par exemple, je rentre plus du tout dans la case SOPK. Si on me diagnostique aujourd'hui, j'ai tellement maîtrisé et rééquilibré les hormones, etc., que bah, je rentre plus dans les critères. Donc, du coup, on pourrait dire que j'ai plus de SOPK, même si à partir du moment où je fais plus attention, etc., ça repart et même parfois ça peut revenir sans. Mais donc, oui, il y a des gens chez qui peut-être qu'ils seront jamais diagnostiqués parce qu'ils ont quelque chose de tellement léger
que c'est pas perceptible. Donc oui, il y a des SOPK plus ou moins poussés, quoi. Et après, du coup, Pauline demandait hyperplasie des glandes. Donc, c'est hyperplasie des glandes surrénales, enfin, hyperplasie congénitale des glandes surrénales. Et ça, c'est une pathologie qui se vérifie assez facilement via un bilan sanguin, hein, mais qui va s'exprimer quasiment de la même manière que le SOPK. Et qui, par contre, qui se traite pas du tout de la même manière. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître et de vérifier qu'il n'y a pas ces pathologies-là. Hop, et du coup, on parle après des types de SOPK. Je pense que c'est ça que tu voulais aborder. Alors, et moi, j'aime pas trop parler de type de SOPK parce que ça met les gens dans des cases, etc. En fait, on va parler, quand on parle de type de SOPK, on va parler d'axe de travail. Donc, c'est-à-dire comment chez vous le dérèglement hormonal va s'exprimer et être aggravé. On sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui... En fait, le SOPK, c'est un dérèglement hormonal qu'on est avec, on n'y peut pas grand-chose. C'est-à-dire que notre corps va être super sensible aux pics de glycémie, à l'hyperinsulinémie, etc. Notre corps va être beaucoup plus sensible au stress et quand on est soumis à trop de stress, ça va enchaîner une cascade hormonale beaucoup plus importante que la majorité des gens. Mais voilà, le SOPK, c'est pas quelque chose qu'on peut, enfin, on peut largement l'améliorer, mais on peut pas guérir dans le sens où on est et on meurt avec. Et donc, quand on parle de type de SOPK, en fait, on va parler de toutes les choses qui vont venir aggraver votre dérèglement hormonal et auquel votre corps est particulièrement sensible. Donc, par exemple, la résistance à l'insuline, c'est quelque chose qui vient dans 80% des cas avec le SOPK. Et c'est pas qu'on n'y peut pas grand-chose parce qu'on peut agir dessus, mais elle vient avec et il faut pouvoir la contrôler pour pouvoir améliorer le SOPK. En fait, c'est la résistance à l'insuline. En gros, globalement, c'est votre corps qui va avoir une mauvaise gestion des sucres qui va pas forcément utiliser le sucre que vous ingérez pour le transformer en énergie parce que vos cellules résistent à l'absorption du sucre. Et donc, ça fait que le sucre va rester circulant dans votre corps. Et le fait que le sucre reste circulant dans votre corps, bah, ça va provoquer une cascade hormonale et inflammatoire qui va engendrer certains symptômes spécifiques. Et quand on arrive à justement arrêter cette cascade hormonale et faire en sorte que le glucose pénètre mieux dans nos cellules, et ben on améliore derrière un ensemble de symptômes. Et quand on laisse cette résistance à l'insuline bah, s'intensifier et rentrer dans le cercle vicieux, etc., et ben, on aggrave son SOPK parce que cette résistance à l'insuline, elle va avoir plein d'effets d'un point, enfin, sur les ovaires, etc., qui vont engendrer une production en excès de testostérone, etc. Donc, par exemple, le type de la résistance à l'insuline, c'est un type dans lequel 80% des gens rentrent et qui va se traduire notamment par exemple, une prise de poids inexpliquée, assez rapide et inexpliquée, où il n'y a pas forcément de changement dans la prise alimentaire ou dans l'activité sportive, etc. Mais on va pouvoir constater une prise de poids incontrôlable. Il va y avoir des fringales de sucre assez fréquentes et notamment une sensation de satiété qui va être altérée. Donc, on va manger et puis en fait, à la fin, on va toujours avoir faim, malgré qu'on ait beaucoup mangé, etc. C'est parce que, encore une fois, il y a une hormone qui va être déréglée à cause de cette résistance à l'insuline. On va avoir beaucoup de fatigue post-repas, des envies d'uriner assez fréquentes, une soif intense. Il peut y avoir des taches brunes sur le corps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acanthosis nigricane. Donc notamment au niveau de la nuque, au niveau des aisselles, on va avoir un peu la peau qui va s'épaissir et qui va devenir marron. Donc ça, c'est un signe justement de résistance à l'insuline. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu, donc c'est tout ce qui va être globalement lié à la gestion du poids, la résistance à l'insuline. Ça va se voir surtout chez les personnes bah, voilà, qui prennent du poids et qui n'arrivent pas à en perdre malgré tous les efforts qu'elles fournissent. Ça, c'est surtout lié à la résistance à l'insuline. Et donc, quand on a un type de résistance à l'insuline, on va vouloir beaucoup agir sur l'activité sportive
et sur l'alimentation. Ça va être les deux choses qui vont beaucoup aider, mais aussi bien sûr le sommeil, etc., qui va être important. Cécile qui demande, est-ce que la résistance à l'insuline peut se mesurer? Oui, justement via un bilan sanguin, et notamment c'est très souvent prescrit par les médecins. Il va y avoir la glycémie à jeun et l'insuline à jeun, même si malheureusement ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez avoir une insuline et une glycémie à jeun normale, mais avoir une résistance à l'insuline. On va avoir le test OMA qui va être intéressant. Et le mieux du mieux, c'est le test de glucose où on va prendre des prélèvements. Enfin, vous allez ingérer une solution sucrée et on va vous prélever toutes les heures pour voir comment réagit votre glycémie. Et je conseille l'insuline aussi parce que la glycémie, elle est prescrite, mais au final, si l'insuline pète les plafonds, bah, votre glycémie restera stable. Donc, du coup, c'est les tests qui peuvent être intéressants à faire pour mesurer la résistance à l'insuline. Ensuite, on va avoir le type inflammatoire. Alors, le type inflammatoire, il est globalement chez tout le monde parce que le SOPK, par sa définition, est une pathologie inflammatoire. Quand on parle de type inflammatoire, c'est quand on va avoir des personnes qui vont vraiment être marquées par une inflammation très, très importante. Et donc ça va se ressentir notamment au niveau, par exemple, des douleurs articulaires qui peuvent être fréquentes, des maux de tête aussi. Mais ce qui, selon moi, est généralement le plus parlant, ça va être les troubles digestifs. Les troubles digestifs, c'est vraiment un signe d'inflammation et c'est aussi quelque chose qui aggrave largement l'inflammation. Donc, troubles digestifs, ça va être tout ce qui va être ballonnement après avoir mangé, tout ce qui va être sensibilité alimentaire, tout ce qui va être trouble du transit. Mais par exemple, il faut savoir que les ballonnements sont très, très souvent banalisés, alors que ce n'est pas du tout normal d'être ballonné après avoir mangé. Et donc ça, c'est vraiment un signe d'inflammation sur lequel il faut agir parce que avoir des troubles digestifs, globalement, ça veut dire avoir un système hormonal qui fonctionne pas correctement parce que les hormones se forment aussi en grande partie via le système digestif, via le microbiote intestinal, etc. Et donc, c'est très, très important de prendre soin de son ventre. Et donc, quand on a des troubles digestifs, ça serait quasiment, je pense, la première chose à régler quand on veut prendre en main son SOPK. Mais voilà, les troubles digestifs, on en parle très peu dans le cadre du SOPK, alors que c'est le début de la chaîne, enfin pas le début de la chaîne hormonale, mais c'est là où il se passe beaucoup de choses, donc c'est très très important d'en prendre soin. Et donc un autre signe de SOPK de type inflammatoire, ça va être tout ce qui va être l'acné kystique qui va vraiment se localiser là ou alors au niveau du dos aussi. Donc ça, c'est vraiment un signe d'inflammation assez poussé. Et la fatigue intense parce que voilà, quand votre corps il est en état inflammatoire permanent et qu'il se bat contre lui-même, bah, globalement, vous êtes très, 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 très fatigué. Donc ça, c'est vraiment un signe très important d'inflammation. Et donc, je reviens vite fait sur tous les signes, enfin, tous les types de SOPK dont on parle. Il faut savoir qu'on peut tous les avoir en même temps, qui peuvent tous être aussi importants les uns que les autres. Enfin, voilà, les types, ça permet de se dire, quand on en a un qui ressort plus que les autres, de se dire, bah, je vais commencer par travailler sur cet axe de travail ou voilà, je vais me concentrer là-dessus. Mais globalement, on peut tous les avoir en même temps. Ça permet juste de mieux comprendre un petit peu comment, enfin, quels sont les facteurs aggravants en fait de tout ce dérèglement hormonal qu'est le SOPK. Et donc le troisième type, parce que les deux autres types sont un petit peu à part, mais le troisième type, ça va être le SOPK qu'on va appeler des glandes surrénales. Donc globalement, c'est un SOPK qui va être très très lié au niveau de stress. Et donc les personnes qui vont être concernées par exemple par de l'anxiété, de la dépression, des crises d'angoisse, des difficultés à trouver le sommeil le soir et pas arriver à se réveiller le matin, ou même avoir des réveils pendant la nuit, etc. Ça peut être des signes que le cortisol, que votre taux de cortisol est déréglé, même si bon, il y a plein d'autres signes aussi. Et donc ça, du coup, quand on va être concerné par ce type de SOPK, ce qu'on va vouloir aller travailler en premier, c'est la gestion du stress, parce que le stress a un énorme impact sur enfin voilà, sur les hormones et sur la manière dont les organes communiquent entre eux pour, enfin voilà, pour la chaîne hormonale, etc.
Donc voilà, enfin, dans tous les cas, le stress est un point très important à travailler si vous êtes concerné par un stress assez important, mais encore plus si c'est vraiment votre symptôme principal et que chez vous, vous avez de vrais soucis, voilà, de dépression, d'anxiété, etc. C'est là-dessus qu'on va vouloir agir en premier. Et donc, ça va se traduire via les bilans sanguins, hein, ça on peut le voir, avec des taux de cortisol qui vont être élevés ou alors complètement à plat, et un taux de DHEA, donc c'est les androgènes qui vont être produits justement par les glandes surrénales, un taux de DHEA qui va être assez élevé. Et donc, les deux autres signes, enfin les deux autres types, on va avoir le SOPK post-pilule, donc ça, c'est pas vraiment un SOPK avec lequel on est ou on meurt, mais c'est tout simplement que après avoir pris la pilule pendant 10 ans, la communication entre votre cerveau et vos ovaires peut être un petit peu troublée. Et donc, ça peut mettre un petit peu de temps avant de se remettre. Et là, on va avoir des symptômes qui vont être assez similaires au SOPK, qui vont se traduire justement après l'arrêt de la pilule. Mais normalement, le SOPK post-pilule, c'est quelque chose qui va se rétablir à peu près naturellement s'il n'y a pas trop de carences qui ont été engendrées par la prise de la pilule. Et qui va, voilà, normalement se remet à peu près sous moins d'un an. Si jamais vous avez eu aucun souci avant la prise de la pilule, que vous aviez des cycles réguliers, aucun symptôme, etc., et que vous en avez après la prise de la pilule, normalement, on part plutôt sur un SOPK post-pilule. Mais du coup, voilà, il faut faire attention. L'arrêt de la pilule, quand on l'a prise pendant 10 ans, ça peut être intéressant de se faire accompagner parce que notamment pour établir les carences qui vont être liées à la prise de la pilule. Mais normalement, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur ce type de SOPK-là. Et le dernier type, ça va être celui avec l'hypothyroïdie. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les troubles de la thyroïde peuvent engendrer en fait une forme de SOPK puisque va y avoir une absence de règles, va y avoir des ovaires multifolliculaires, etc. Mais on peut aussi avoir un SOPK qui va engendrer des troubles de la thyroïde. En fait, les deux sont très reliés. On a à peu près 20% des personnes qui ont un SOPK qui sont aussi concernées par des troubles de la thyroïde, et notamment une pathologie qui s'appelle l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Et donc, les signes qui vont être un petit peu plus spécifiques aux troubles de la thyroïde avec un SOPK, ça va être tout ce qui va être la frilosité, le fait d'avoir les extrémités qui vont être très froides, d'avoir une intolérance particulière au froid, d'avoir des troubles du rythme cardiaque, de la dépression, etc. Ça, c'est des signes qui vont être un peu plus spécifiques au SOPK, en plus des troubles de la thyroïde. Donc voilà. Est-ce que c'est assez clair là-dessus? C'est un peu je me rends compte que c'est dur à expliquer à l'oral, mais j'espère que j'ai Non, été claire. Est-ce qu'il y a je des pense que c'était questions? plutôt clair. Il y a une question de Clémence. Est-ce que c'est possible d'avoir un SOPK post-pilule qui dure plus d'un an? Alors, bah, justement, c'est ce que je disais. En fait, la pilule engendre quand même un certain nombre de carences en vitamines et en minéraux, donc par exemple magnésium, zinc, vitamine B9, etc. Et ça, c'est s'il y a carence et il y a probablement carence, hein, si vous n'avez jamais pris un multivitamine pendant vos 10 ans de pilule, il y a très 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 fortement, je pense, des carences. Et le problème, c'est que ces carences vont engendrer un certain nombre de choses d'un point de vue hormonal, et il ne faut pas laisser traîner ça, parce que oui, du coup, ça peut durer plus d'un an. Par exemple, le magnésium, c'est ultra important pour la partie sensibilité à l'insuline, gestion du stress, etc. Et en fait, s'il y a une énorme carence en magnésium, en zinc aussi pour l'équilibre hormonal, etc., bah oui, ça peut perdurer plus d'un an. Donc c'est important, et ça, on n'est pas du tout informé dessus malheureusement, mais ça serait quasiment important de prendre un multivitamine pendant la prise de la pilule et encore plus à l'arrêt de la prise de la pilule pour justement bah, voilà, éviter ces carences qui, oui, peuvent faire durer les troubles beaucoup plus longtemps qu'un an, quoi. Oui, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas du tout informé. C'est très intéressant que tu nous partages aujourd'hui. Ouais. Ouais, vraiment, la prise de la pilule en soi pourrait, enfin, c'est très bien quand il n'y a pas le choix, quand les symptômes sont trop durs à vivre, etc. Prendre la pilule quand ça vient soulager des symptômes,
bah ok, mais en fait, il faut juste être informé sur aussi bah, toutes les carences que ça peut créer, etc. Et surtout que moi, j'ai eu dans mon entourage personnellement quelqu'un qui a été envoyé en PMA juste après l'arrêt de la pilule parce que les cycles ne revenaient pas, alors qu'en fait, il y avait juste des carences à combler. Et donc, voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut être informé, mais voilà, sur le long terme, enfin voilà, le SOPK post-pilule, je pense, c'est notamment lié juste à, bah ouais, le corps est troublé et potentiellement fatigué de la prise de la pilule pendant des années, quoi. Il Donc y a une voilà, question, il y a une ouais, question aussi sur le rétablissement. Tu as dit que tu avais rééquilibré ton SOPK. Stéphanie demande ouais. combien de temps tu as mis pour rééquilibrer. En fait, pour moi, c'est toujours pas fini. Enfin, en fait, je suis toujours encore en train de le rééquilibrer dans le sens où, bah, au début, ma problématique principale, c'était la résistance à l'insuline. Donc, je me suis concentrée sur ma perte de poids qui a mis, j'ai perdu 15 kilos en 2 ans. Enfin, j'ai vraiment été tranquille. Et en fait, ça s'est amélioré. En fait, je sais pas, ça fait 4 ans maintenant que je travaille sur mon SOPK de manière naturelle. Et pour moi, il y a des moments où ça revient, il y a des moments où mes symptômes reviennent parce que dans toute cette chaîne hormonale, en fait, j'ai eu un coup de stress beaucoup plus important ces derniers mois. Donc, étant beaucoup plus sensible au stress parce que je suis concernée par le SOPK, bah, j'ai de nouveau des cycles qui vont se rallonger. En fait, c'est jamais terminé. Donc, pour en arriver à cet état de santé qui, je pense, est plutôt bien depuis et encore, bah, je suis très exigeante, mais depuis 2, 3 ans, j'ai vraiment mis 1 an, je pense, à atteindre le premier équilibre et surtout le voir au niveau des cycles, c'est-à-dire d'avoir des cycles réguliers d'une durée convenable, 35 jours, j'ai mis 1 an. Mais après, voilà, après l'année dernière, j'avais de nouveau des cycles de 45 jours parce que gros coup de stress. Enfin, en fait, c'est jamais terminé. C'est un travail en continu, quoi. Oui, c'est sûr. Après 45 jours, ça va face à des femmes qui Oui, ont non, mais des ça, cas oui, sévères. Et non, c'est mais oui, plutôt ça va, une belle victoire. Mm. c'est pour ça que je dis que c'est pas une pathologie qu'on guérit, quoi. C'est pas un Oui, jour, bien ça sûr. y est, allez hop. Bah, en fait, non, je vais toujours, toute ma vie, être sensible aux coups de stress plus importants, à l'inflammation. Donc, si je me mets à picoler, boire de l'alcool tous les jours pendant un mois, bah oui, c'est possible que ça ait beaucoup plus d'impact sur moi que sur une personne lambda. Donc, en fait, c'est ça, on a une sensibilité particulière et c'est vraiment ça que sont les type de SOPK, c'est juste comprendre quelle est votre sensibilité et qu'est-ce qui vient impacter le plus votre chaîne, enfin voilà, toute la chaîne hormonale chez vous pour pouvoir agir dessus. Donc si vous êtes complètement stressé et que c'est vraiment un truc qui vous pourrit la vie, bah, potentiellement c'est la première chose sur laquelle il faut agir. Si par contre vous, c'est les fringales de sucre, c'est la prise de poids qui vous pèse et qui pour vous c'est le truc qui qui représente le plus votre SOPK, bah dans ce cas-là, oui, on va aller agir sur la résistance à l'insuline en premier. Donc c'est juste ça que sont les types de SOPK, c'est des axes de travail, mais c'est pas des pathologies. En fait, tout est Mm. relié, quoi. Ok. Donc Du coup, voilà. avant qu'on nous parle peut-être des compléments alimentaires Ouais. et le rôle dans tout ça, je vais poser la dernière question d'Olivia. Est-ce que le SOPK peut nuire à la lactation lors de l'allaitement maternel? Alors, je suis pas du tout spécialiste de tout ce qui va être grossesse avec le SOPK. J'ai lu que oui, qu'il peut y avoir en effet des problèmes dans justement la sécrétion des hormones qui vont permettre la lactation. Mais il faut savoir que généralement, enfin, bien que la grossesse soit plus à risque quand on a le SOPK avec le diabète gestationnel, etc. Euh, mais généralement, les symptômes du SOPK vont être un petit peu amoindris pendant la grossesse, généralement. Après, c'est pas le cas chez tout le monde. Et donc, l'après peut aussi bien se passer pendant quelques temps avant que le SOPK reprenne sa place d'avant, quoi. Donc, j'ai des retours que oui, et on a aussi des clients qui nous disent qu'elles n'ont eu aucun souci. Donc, je pense que ça dépend vraiment là-dessus. Il n'y a pas de réponse
il n'y a pas de réponse toute faite et définitive, quoi. Et là, du coup, concernant la résistance à l'insuline, peut-on remplacer le stage ou metformine par des compléments alimentaires? Alors, j'en parle après dans justement une étude qui a été menée là-dessus. Donc, je pense que ça va aller avec la suite de la conférence sur cette question. Du coup, tu veux que je passe aux compléments Oui, je te laisse du coup, alimentaires, ouais. nous en dire plus sur les Let's compléments go. alimentaires, les effets qu'ils peuvent avoir sur l'organisme, sur les SOPK, s'ils sont adaptés à Mm. plus ou moins des symptômes. Alors, du coup, là, parce qu'en fait, tu m'avais posé d'abord pourquoi les compléments alimentaires, et après, Oui, tu m'avais demandé d'abord quels compléments alimentaires pour chaque type de SOPK, et après, pourquoi les compléments alimentaires. Du coup, je pense que c'est mieux déjà peut-être d'expliquer pourquoi les oui, compléments alimentaires peuvent être intéressants. Alors, en fait, nous, pourquoi on a lancé des compléments alimentaires? Parce que bah, ça reste enfin, pas mal critiqué le milieu des compléments alimentaires parce qu'on voit ça comme de la poudre de perlimpinpin et enfin voilà, les vendeurs de compléments alimentaires sont des vendeurs de rêves, etc. Mais nous, pourquoi on a voulu lancer des compléments alimentaires? Tout simplement parce que quand on s'est intéressé un petit peu aux études scientifiques qui étaient menées sur le sujet du SOPK, on voyait notamment en boucle revenir l'inositol, inositol, inositol, inositol. Après, bien sûr, on a creusé dans ce sens-là et donc il y a plein d'autres nutriments, micronutriments, vitamines, minéraux qui sont intéressants pour le SOPK. Mais on a notamment le produit phare qui est l'inositol, où on a un nombre d'études sur le sujet qui est vraiment important et qui montre que c'est un traitement plutôt très efficace. Donc, je crois que c'est dans 90% des cas, les femmes SOPK voient des bénéfices en prenant de l'inositol. Il y a 10% des cas, bien sûr, ça peut pas marcher pour tout le monde, mais ça reste un traitement très, très intéressant. Donc l'inositol, par exemple, c'est juste une vitamine, enfin, anciennement classée dans le groupe des vitamines B7, qui va avoir plein de propriétés antidépresseurs, gestion de l'insuline, sur aussi enfin, le dialogue entre le cerveau et les ovaires, etc. Enfin, c'est une vitamine qui va avoir plein de bénéfices et notamment dans le cadre du SOPK, on a montré que les femmes concernées par le SOPK étaient en carence d'inositol et qu'en fait le foie synthétisait mal l'inositol. Et donc quand on vient complémenter en fait le corps par exemple en inositol, et ben on peut retrouver un certain équilibre, du moins toute la chaîne hormonale va un peu mieux se passer et donc on peut voir une amélioration des symptômes. Alors c'est pas du tout une méthode miracle parce que l'hygiène de vie et avoir voilà manger bouger manger 5 fruits et légumes par jour, etc., tout ça c'est des recommandations de santé mais qui quand on a le SOPK sont d'autant plus importantes parce qu'on y est particulièrement sensible et donc les compléments alimentaires viennent en plus d'une hygiène de vie qui va être correcte et équilibrée, mais ça reste des choses qui sont très très intéressantes parce que justement ils vont soutenir l'organisme. En fait, l'organisme, voilà, quand on a le SOPK, il est déréglé, il est particulièrement sensible à tout ce qui va être carence. Il va y avoir une résistance à l'insuline, du coup, qui va être dans 80% des cas un petit peu par défaut et venir avec le SOPK. Et en fait, tout ça, on a des plantes aujourd'hui, on a des micronutriments qui viennent agir et faciliter en fait le travail du corps sur certaines choses. Donc, par exemple, l'inositol, la berbérine, la cannelle, etc. C'est des plantes qui vont venir soutenir le corps sur sa gestion du sucre et en soutenant le corps sur sa gestion du sucre, eh ben, on supprime ce facteur aggravant que sont les pics de glycémie, que sont l'hyperinsulinémie, etc. Donc voilà pourquoi les compléments alimentaires. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, en venant soutenir certaines fonctions du corps, et ben on arrive à soutenir aussi le dialogue hormonal et donc améliorer l'équilibre hormonal et donc améliorer les symptômes, tout simplement. Alors après, c'est pas voilà, c'est vraiment pas une recette miracle. C'est pas forcément dans plein de cas, les traitements vont potentiellement être plus efficaces. Mais l'avantage des compléments alimentaires, généralement, c'est qu'il y a moins
voire très peu d'effets secondaires, et aussi qu'on génère moins de carences parce qu'aujourd'hui, les traitements peuvent aussi générer des carences et ne pas s'inscrire malheureusement dans une démarche globale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrête son traitement, c'est fini, quoi. Les effets reviennent. Et c'est un petit peu ça le problème, alors que généralement, quand on prend des compléments alimentaires, et déjà, on peut les prendre sur le plus long terme sans forcément qu'il y ait des effets néfastes. Ça dépend lequel, enfin, quel genre de complément il faut se faire accompagner là-dessus. Euh, mais, euh, mais aussi, généralement, quand on prend des compléments alimentaires, on va aussi faire attention à son alimentation, à sa pratique sportive, etc. Ça va rentrer vraiment dans une démarche globale, ce qui fait que quand on arrête la prise de compléments alimentaires, et potentiellement, tous les symptômes ne vont pas revenir. Alors que quand on est, par exemple, sous traitement, on peut vite oublier que faire du sport, c'est aussi très important, que gérer son stress, c'est très important, parce que le traitement va suffire à éliminer les symptômes. Alors que quand on a le SOPK, quand on prend des compléments alimentaires, on va vraiment s'inscrire dans une démarche globale qui va du coup sur le long terme être meilleure aussi pour notre santé. Donc c'est ça, je pense, la différence avec les traitements purement allopathiques. Et donc sur les types de SOPK, donc les axes de travail et les compléments alimentaires qu'on va pouvoir cibler en fonction de son type de SOPK, on va y avoir par exemple pour la résistance à l'insuline. Alors, il faut savoir que j'ai mis dans chacun des cas le magnésium, le zinc, les vitamines du groupe B. J'ai oublié la vitamine D, pardon. Mais parce que donc tout ce qui va être vitamine B9, B6, B12, magnésium, zinc, les oméga 3, j'aurais pu les mettre partout. Tout ça, c'est des indispensables. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait en plus qu'il y a des carences chez 80% des Français parce que notre alimentation est beaucoup moins riche en nutriments qu'avant et que de base, on mange aussi beaucoup moins de manière diversifiée, etc. Mais donc, ça, c'est vraiment des indispensables qu'il faut absolument aller compléter avant de partir sur plein d'autres compléments alimentaires. Parce que s'il y a ces carences-là, votre corps, globalement, la machine, elle n'a pas d'essence, quoi. Donc avant de la lustrer avec des beaux compléments alimentaires créés pour le SOPK, on va d'abord aller vérifier si le moteur est à peu près nourri correctement. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être magnésium, zinc et vitamines du groupe B, c'est très très important pour tous les types de SOPK et même pour toute personne qui n'aurait pas de SOPK d'ailleurs, parce que voilà, on sait qu'il y a des carences partout. L'inositol, pareil, je ne l'ai pas mis dans tous, mais ah si, je l'ai mis dans tous. Oui, bon, l'inositol, c'est, je pense, à tester pour toutes les personnes qui sont intéressées par la prise de compléments alimentaires avec le SOPK parce que ça reste celle qui est, enfin, le complément qui a fait le plus ses preuves et qui a été le plus sujet de recherche, etc. Donc voilà, dans 90% des cas, voire même plus, ça fonctionne et ça crée des bénéfices. Donc 9 chances sur 10, je pense qu'il faut au moins le tester, ça peut valoir le coup. Et donc après, pour ce qui va être plus spécifique à la résistance à l'insuline, on va avoir toutes les plantes qui vont venir améliorer l'action de l'insuline, stabiliser la glycémie, etc. Donc on va par exemple avoir la berbérine, la cannelle, le fenugrec, le thé vert et la NAC. Tout ça, c'est des choses qui vont venir vraiment agir sur la résistance à l'insuline et donc qui vont être intéressantes. Pour le SOPK de type inflammatoire, j'ai mis les oméga 3 en premier parce que les oméga 3, c'est un peu les pompiers du corps. Donc, ils vont venir un petit peu éteindre le feu. Alors, bien sûr, il faut éteindre le feu à d'autres endroits parce que, voilà, si la source du feu continue de brûler, c'est bien de jeter de l'eau dessus, etc., mais ça suffit pas. Donc, les oméga 3 vont être super intéressants. Et après, donc l'inositol, voilà, de base. Et après, j'ai mis tout ce qui va être glutamine. J'aurais pu mettre les probiotiques, mais les probiotiques, c'est un peu plus spécifique. Je pense que ça peut être cool de se faire accompagner sur le choix des probiotiques. Mais la glutamine, en fait, c'est un acide aminé qui va venir soutenir, en fait, soutenir, protéger la paroi et reconstituer la paroi intestinale. La paroi intestinale qui va souvent être très altérée quand on a le SOPK à cause de l'inflammation, justement, et qui va elle-même entretenir cette inflammation. Mais elle n'est pas bien réparée et si elle n'est pas perméable. Donc la glutamine, c'est voilà, quelque chose qui va venir protéger
et réparer un petit peu votre ventre et qui peut largement diminuer les sensibilités alimentaires, les ballonnements, etc. Donc, ça va être très, très intéressant de se complémenter en glutamine. Et c'est d'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui ont des troubles digestifs de faire une cure de 3 mois de glutamine. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut apporter beaucoup, beaucoup de bénéfices. On a aussi la curcumine. Bon, c'est du curcuma, mais la curcumine, c'est vraiment la forme active du curcuma qui va nous intéresser. La curcumine, ça va être pareil, un anti-inflammatoire. C'est exactement la même chose que pour les oméga 3. Ça va vous aider à éteindre enfin, disons, à calmer le feu, mais s'il y a toujours des troubles digestifs, s'il y a toujours tout ça, bah, ça va pas suffire. Donc, il faut vraiment, quand on a un SOPK de type inflammatoire, quand on a des troubles digestifs, je leur dirai jamais assez, mais il faut aller prendre soin de son ventre en priorité avec de la glutamine. Et voilà, les oméga 3 et la curcumine peuvent être intéressants à prendre aussi en même temps. Voilà pour l'origine surinalienne. Donc, je rappelle vite fait, c'est celle qui va vachement être liée au stress. On a pas mal de plantes adaptogènes qui vont être intéressantes. On va avoir notamment l'ashwagandha, le safran. Bon, après, je peux en citer plein d'autres. Il y a le rhodiola, passiflore, griffonia, etc. Tout ça, ça va être des plantes qui vont être assez calmantes. Mais les plantes adaptogènes, ça convient pas non plus à tout le monde. Et c'est pour ça que sur ces sujets-là, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par une naturopathe ou quelqu'un qui, voilà, phytothérapeute, quelqu'un qui s'y connaît, parce que c'est des plantes qui sont très puissantes, mais du coup qui doivent vraiment être prises correctement. Il y a des temps de pause qui est assez important de respecter, etc. Mais voilà, c'est des plantes très très puissantes qui sont très cool. Le magnésium, alors là, je l'ai mis vraiment à part entière parce qu'en fait, dans le cas du stress, on l'oublie, mais le magnésium, la carence en magnésium va générer beaucoup de stress, va générer des sauts d'humeur, va générer voilà, de l'irritabilité, etc. Par exemple, si vous êtes très, très déprimé avant vos règles, etc., c'est très probable qu'il y ait une carence en magnésium. Et c'est quasiment la première chose à faire avant d'aller prendre, bon, je ne dirais pas l'inositol, mais avant d'aller prendre encore une fois des compléments alimentaires ultra sophistiqués sur la SOPK. Et c'est pour ça que nous, on a sorti le magnésium là la semaine dernière. On avait un peu galéré à en trouver un fournisseur très bien. Mais maintenant qu'on l'a trouvé, on a sorti le magnésium parce que c'est un indispensable, et surtout en cas de stress, etc. Pareil pour les oméga 3. Globalement, notre cerveau, il est composé de gras, il baigne dans du gras. Et quand il n'y a pas assez de bon gras, et ben, le cerveau, il peut pas déconner, mais disons que tout ce qui va être humeur, gestion du stress, etc., peut être altéré. Donc, c'est important aussi les oméga 3. Il y a, par exemple, il y a des études comme quoi les oméga 3, ça peut être bénéfique pour les autistes, etc. Donc, ça a vraiment de gros bénéfices sur le stress et l'anxiété. Donc voilà, les oméga 3 restent aussi indispensables en cas de stress. L'inositol, alors c'est très connu pour son effet sur l'insuline, etc. Mais l'inositol a aussi des propriétés antidépresseurs, etc. Donc c'est aussi intéressant. Et j'ai mis la mélisse aussi, qui est une plante. Alors je sais pas si c'est une plante adaptogène. Quelqu'un sait, Pauline, tu sais ou pas? Je sais pas si c'est adaptogène ou pas. J'aurais dit non, mais à Ouais, je crois vérifier. pas. Mais voilà, ça fait partie des plantes qui vont être très intéressantes pour la gestion du stress et aussi pour dormir, il me semble, la mélisse. Et donc après, voilà, j'ai remis le classique, magnésium, zinc, vitamine du groupe B. Pour le post-pilule, je pense que quand on n'avait pas de soucis avant de prendre la pilule et qu'on se retrouve avec après plein de symptômes, etc., il faut en priorité aller combler toutes les carences qui peuvent être liées à la prise de la pilule. Donc ça va être le magnésium, le zinc et tout ce qui va être vitamine du groupe B. Et l'inositol peut aider justement à soutenir soutenir en gros le dialogue entre le cerveau et les ovaires qui a été un petit peu. Ah bon, bah Mélie, c'est adaptogène. Ouais. Il me semblait, mais j'étais pas sûre. Donc, qui peut en fait justement réaméliorer cette fameuse connexion et ce dialogue entre les ovaires et le cerveau. Donc, par exemple, l'inositol peut être intéressant voilà, après un post-pilule.
et donc avec magnésium, zinc, etc. Et pour l'hypothyroïdie, alors là, j'ai mis beaucoup plus délicat parce que s'il y a des traitements, etc., il ne faut pas non plus aller prendre un tas de compléments alimentaires pour la thyroïde, au risque de faire bouger votre traitement, voilà. Mais l'iode, par exemple, on sait que c'est un indispensable quand il y a un petit peu d'hypothyroïdie, parce que si on est en carence d'iode, et bah, c'est ce dont a besoin notre thyroïde pour fonctionner. Donc, ça peut être intéressant de se complémenter en iode. Il y a l'ashwagandha aussi, qui est pas mal reconnue pour ses effets sur la thyroïde. Mais encore une fois, l'ashwagandha, c'est une plante dont on entend beaucoup parler, mais qui est très puissante. Donc, faire attention à comment on la prend et se faire accompagner là-dessus. Et voilà, après, bien sûr, le magnésium, le zinc, etc. L'inositol aussi a été montré comme ayant des effets bénéfiques sur la thyroïde en étant couplé à de l'iode. Donc, ça peut être intéressant aussi, quoi qu'il arrive. Mais voilà, sur l'hypothyroïdie, il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un qui connaît quand même. Voilà, voilà. Je te remercie pour ces précisions qui étaient très complètes. On va peut-être répondre à une dernière question, puis ensuite on passera à la partie ostéopathie avec Pauline. Ouais. Il y a une dernière question de Stéphanie. Est-ce qu'on peut toutes les associer si on a la totale pour le SOPK? Bah, je dirais à moins de vouloir prendre 30 gélules par jour. Et non, en fait, je pense qu'il faut vraiment. Euh, en fait, c'est un peu dur parce que même moi, je sais que je prends beaucoup de compléments, mais par exemple, je dirais que les indispensables vont vraiment être l'inositol, l'oméga 3 et le magnésium et la vitamine D. L'inositol, après, il faut savoir que par exemple, nous, dans Vastart, on a mis tout ce qui va être vitamine du groupe B et zinc directement avec l'inositol pour que vous voilà, les ayez en un seul complément. Mais je dirais que vraiment, la base, ça va être ça. Et après, il faut aller choisir en fonction de ton type de SOPK qui va ressortir le plus. Si par exemple, tu as des soucis de poids, peut-être d'abord se concentrer sur tout ce qui va être résistance à l'insuline. Si tu as des troubles digestifs, d'abord aller sur les troubles digestifs. En fait, ça va vraiment dépendre et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner sur ces sujets-là parce que la personne à qui vous allez pouvoir expliquer tous vos symptômes, etc., pourra vous dire par quoi commencer. Donc, je pense que. Mais n'allez pas prendre 15 compléments alimentaires en même temps. C'est pas le. Non. Je dirais que vraiment, si moi je devais prendre que 3 compléments pour survivre, je prendrais Ovastart parce qu'il y a inositol, zinc et vitamine du groupe B, et je prendrais oméga 3 magnésium. Après, je pense que c'est vraiment, il faut aller choisir le bon complément dans chacune des catégories, quoi. À savoir que du coup, on en a fait sur Sova, si jamais ça vous intéresse. Mais on a créé justement certains qui ont plusieurs plantes en même temps. Et vous avez parlé de cure sur 3 mois, l'intérêt de continuer ces cures Alors, de continuer ces cures en aval. Alors, en fait, de base, moi, quand on parle de compléments alimentaires, je pense qu'il faut partir sur une base de 3 mois minimum. Dans le sens où, pour que tout le travail se fasse sur l'équilibre hormonal, etc., ça peut mettre 3 mois à vraiment se voir et se faire ressentir, notamment l'inositol. On a des retours de cycle qui arrivent qu'au bout de 3 mois. On peut aussi, par exemple, l'inositol le prendre sur le très long terme. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune contre-indication pour l'inositol. Pour certaines, par exemple le zinc, etc., il va falloir faire attention à faire des pauses de temps en temps. Mais voilà, vous pouvez varier, faire 3 mois, enfin peut-être prendre de l'inositol tout le temps, faire 3 mois d'oméga 3, et puis après 3 mois de vitamine, et puis après 3 mois d'un complément spécifique pour la résistance à l'insuline. Enfin, moi, c'est ce que je fais, je suis tout en permanence en train de rouler en fonction de mes besoins du moment. Est-ce que ça fait un bail que j'ai fait une cure de magnésium? Bon, bah là, je vais refaire une cure de magnésium pour 3 mois. En fait, c'est ça, faut en permanence rouler pour essayer de combler ses besoins au mieux. Mais ça reste un monde assez compliqué, donc là-dessus, je dirais juste vraiment se faire accompagner par une naturo, par exemple, qui vraiment connaît bien le SOPK, ça peut être intéressant. Ou des ostéos d'ailleurs, parce qu'il y a des ostéos qui sont très compétents aussi sur tout ce qui va être micronutrition, etc. Voilà, Je voilà. te remercie Eva pour toutes ces informations. Je pense que pas mal d'entre nous ont appris beaucoup de choses ce soir et c'est pas fini parce qu'on va en apprendre encore avec Pauline.
Je te libère, du coup, je sais que tu as un Ouais, bah, impératif. je vais vous écouter sur le téléphone, du coup. Je Il vous n'y a rejoins pas de sur le souci. téléphone. Donc oui, c'est important de remarquer et de noter qu'il faut se faire accompagner. Les compléments alimentaires, c'est pas quelque chose quand même à prendre à la légère. Eva nous a montré, nous a informé sur beaucoup de sujets, sur les types, sur les compléments qui peuvent être adaptés. Mais c'est important de se diriger vers des spécialistes qui ont une connaissance et une expérience des produits et peut-être aussi des entreprises qui produisent ces produits. Et justement, on va enchaîner sur cette conférence avec Pauline, qui est ostéopathe et qui s'est spécialisée dans la santé féminine. Donc, Pauline, bonjour. Merci de, de nous rejoindre pour cette conférence sur comment mieux vivre son SOPK au naturel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier, sur l'ostéopathie et pourquoi tu t'es spécialisée sur la santé féminine en particulier? Oui, merci, merci à toi de m'avoir invité à voilà, prendre la parole sur ce sujet-là. Et voilà, j'espère que je serai le plus clair possible. Donc, je suis ostéopathe depuis 2014. Et l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est? C'est une thérapie manuelle où on n'utilise que nos mains et on va, par des techniques manuelles, essayer de permettre au corps de retrouver le plus possible sa physiologie. Donc, on va agir tant sur le système, on va dire, musculo-squelettique. Donc, ça, c'est souvent ce que tout le monde imagine. Et après, on va avoir tout un champ d'action sur le système viscéral, le système neurovasculaire, le système lymphatique et hormonal. Donc, voilà. Et il se trouve que en ayant ouvert mon cabinet, j'ai eu énormément de patientes qui sont venues. Alors, au départ, des accompagnements de grossesse, etc., puis beaucoup de problèmes liés au cycle. Et ça m'intéressait beaucoup parce en tout cas, quand moi j'étais étudiante, on n'en parlait pas tant que ça dans nos études. Et du coup, voilà, c'est un sujet qui me touchait personnellement aussi. Du coup, ça m'a pas mal questionnée. Et donc, j'ai été creusée, je me suis formée aussi. Et du coup, j'ai pas mal ouvert mon champ d'action sur toute la sphère gynéco. Donc, avec des troubles de la fertilité, un syndrome d'ovaire polycystique, mais aussi, par exemple, de l'endométriose, des troubles de la ménopause ou des cystites chroniques, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, troubles sexuels, etc. Donc voilà, c'est passionnant. Oui. Et tu traites notamment le syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur les symptômes qui peuvent être apaisés ou calmés par cette pratique? Ouais, je propose de partager un petit peu Oui. la présentation que j'avais comment dire, je vais y arriver, préparée. Donc je vais être assez je vais passer quelques slides un peu rapidement parce que Eva a fait quand même une super présentation sur les dérèglements, on va dire, hormonaux, etc. Mais je voulais juste, avant de parler des symptômes, expliquer le fait que le SOPK, c'est vraiment un dérèglement hormonal qui vient et du cerveau et des ovaires. Donc, les chiffres, je vais passer parce qu'on en a parlé. Donc, là, vous voyez sur la slide un cycle menstruel, on va dire, normal. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que au premier jour des règles, donc au J1 du cycle, on a le cerveau, une petite glande qui va sécréter une hormone qui va envoyer un message aux ovaires pour leur dire « Allez, on s'active » et qui vont sécréter des oestrogènes. Ces oestrogènes, elles vont faire, l'activation de ces oestrogènes vont venir faire maturer les follicules. Et cette augmentation des oestrogènes envoie un autre message au cerveau qui, lui, va produire une autre hormone, envoyer un autre message qui va déclencher l'ovulation. Donc, c'est vraiment une boîte postale, quoi. Ils s'envoient des messages mutuellement. Une fois qu'il y a ovulation, ça déclenche la progestérone et du coup l'augmentation de l'endomètre pour permettre l'anidation. Et cette hormone de progestérone qui est du coup sécrétée par les ovaires va inhiber le cerveau
pour permettre, si fécondation, pardon, une nidation. Si on n'a pas de nidation, ça va faire chuter les hormones, les œstrogènes, les progestérones, et on va rentrer sur un cycle, enfin, on repart sur un cycle avec les menstruations. Donc, je trouvais ça intéressant de repartir là-dessus pour montrer aux femmes. Oups, pardon. Non, il me manque une slide. Voilà, je vais partir direct là-dessus. En gros, si on repart là-dessus, donc vous voyez qu'il y a un pic hormonal que dans le syndrome des ovaires polykystiques, on ne va pas avoir. Le taux, les glandes du cerveau vont sécréter la LH de manière trop importante, et du coup, ça ne permet pas le bon message de passer. Ça vient court-circuiter en fait les messages qui vont vers les ovaires, et du coup, les ovaires ne fonctionnent pas. Ce que je trouvais aussi intéressant de dire, donc comme l'a dit Eva, l'insulinorésistance, ça fait partie des. Enfin, c'est quelque chose qui est très très présent dans le SOPK et qui est pas très. On n'en parle pas beaucoup, en fait, un peu plus, mais en fait, il y a beaucoup de SOPK où l'insulinorésistance n'est pas identifiée ou diagnostiquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, le pancréas, c'est celui qui va gérer cette insulinorésistance, mais la gestion de la glycémie. Et en fait, dans l'insulinorésistance, on va augmenter la production d'insuline, on va augmenter le syndrome inflammatoire et donc la fatigue, et on va augmenter la testostérone, pardon, au niveau ovarien. Donc ça modifie complètement notre système, notre fonctionnement de l'ovaire, et en plus de ça, ça augmente la production de LH. Donc tout va tendre vers un dérèglement du cycle, d'où les ovulations rares ou inexistantes et les cycles à rallonge. Donc, au niveau de l'ostéopathie, donc c'est ce que je vous disais, on va venir travailler pour soutenir la physiologie de l'ensemble du corps par des techniques manuelles, et on va travailler sur différents aspects du corps. Donc, sur les douleurs, donc Eva le disait, vous pouvez avoir des douleurs articulaires, etc. Donc, on va venir travailler sur l'ensemble du système musculo-squelettique pour redonner de la mobilité, parce que à l'intérieur du corps, pour que ça puisse bouger convenablement, il faut que l'enveloppe fonctionne et bouge aussi convenablement. Ensuite, on va s'intéresser à toute la. Oui. C'est bon. Excuse-moi. On va travailler sur toute la mobilité des organes des viscères et du petit bassin pour vérifier qu'il n'y ait pas de restriction de mobilité et que du coup l'organe n'est pas sous stress, donc pas trop contracté ou pas trop relâché en ayant lâché l'affaire, mais que ce soit un organe qui ait une bonne vitalité et donc qui soit bien mobile pour bien fonctionner. Et ensuite, ce qui nous intéresse particulièrement dans le SOPK et dans la partie fertilité, parce que c'est aussi le sujet de cette semaine, donc on va s'intéresser sur tout l'aspect neurovasculaire, c'est-à-dire qu'avec certaines techniques ostéopathiques, on va avoir une action neurale et vasculaire. Et dans l'ostéopathie, on a un peu cette idée qu'un organe, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il soit bien vascularisé et bien innervé. Et donc, on va vraiment travailler là-dessus, et d'autant plus dans tout l'aspect fertilité, parce que il faut que notre utérus soit bien vascularisé pour accueillir un embryon, il faut que nos ovaires soient bien vascularisés pour pouvoir fonctionner aussi convenablement. Et on va aussi aller travailler forcément sur le foie, le pancréas. On va aller travailler sur les glandes surrénales dont on a parlé aussi un petit peu, la glande thyroïde. Et au niveau du crâne, on a aussi des techniques crâniennes pour essayer de relâcher les tensions. On ne va pas avoir une action, on ne va pas toucher vos glandes au niveau du cerveau, mais par contre, on peut venir travailler sur les tensions intracrâniennes pour essayer de libérer le plus possible et permettre à ces glandes de fonctionner le mieux possible. Et donc, tout ce travail au niveau des glandes, au niveau neurovasculaire, va avoir aussi un impact au niveau hormonal. Voilà. Donc, l'objectif, entre guillemets, de l'ostéopathie, donc déjà, on ne guérit pas le SOPK, on vient juste soutenir la patiente là où elle en est dans son parcours, que ce soit pour une prise en charge de douleur, un désir de grossesse, ou tout simplement un bilan sur le SOPK à l'instant T. Et donc, on va venir travailler un peu sur
sur tout ça. Donc l'idée, c'est, je redis, c'est diminuer les douleurs, diminuer les syndromes inflammatoires en améliorant la physiologie et restaurer la mobilité. En ostéopathie, pour ceux qui connaissent pas trop ou qui ont une idée de l'ostéo, normalement, la règle fondamentale en ostéopathie, c'est la règle de la non-douleur. C'est-à-dire que normalement, un ostéopathe ne doit pas vous faire mal, ou en tout cas, c'est à échanger entre vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des techniques qui sont pas agréables, qui sont un peu douloureuses, mais il faut que ce soit tout à fait supportable parce que la douleur, c'est un stress pour le corps. Et on a vu que dans le SOPK en particulier, le corps était très réceptif au stress et du coup, ça va entraîner une cascade de réactions qui ne sont pas forcément volontaires. Ensuite, au niveau de la consultation d'ostéopathie, on prend, personnellement, ça ne tient qu'à moi, je ne parle pas pour les ostéopathes, mais en règle générale, on peut voir les gens, les personnes quand elles veulent, mais dans un désir de grossesse, on va voir les patientes plutôt en début de cycle. Donc, souvent, je dis au premier jour des règles, vous prenez rendez-vous, comme ça on se voit avant l'ovulation. Et dans le cadre du SOPK, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est de venir stimuler l'ovulation. Donc, on va se voir plutôt en début de cycle pour essayer de venir activer tout ça, redonner un élan au corps pour retrouver de la physiologie et essayer de stimuler la possibilité de cette ovulation. Donc là, je vais rebondir un petit peu. Je vois pas du tout le chat, donc n'hésite pas, Priscilla, si jamais il faut me couper, il ne faut pas hésiter. Oui, s'il y a des questions, je te les transmettrai. Donc voilà, donc au niveau des symptômes un peu qu'on a vus, donc en ostéo, on va parler des douleurs. Là, j'ai mis douleurs pelviennes parce que en fait, ça revient quand même assez souvent, même si on peut avoir des douleurs articulaires, donc on va venir travailler là-dessus. Les troubles digestifs, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que le syndrome inflammatoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme souvent avec l'insulinorésistance, le pancréas va exacerber ce syndrome inflammatoire, ça va augmenter les troubles digestifs, ça va augmenter tout ce qui est syndrome douloureux, va être exacerbé aussi parce que l'inflammation va avoir tendance à exacerber, on va dire, le message douloureux. Donc ça, on va vraiment venir le travailler. On va avoir un impact aussi au niveau de la fertilité. C'est assez intéressant d'aller travailler avec un ostéopathe quand vous êtes en désir de grossesse pour voilà, juste faire un bilan déjà, tout simplement, vérifier comment, l'état du corps, l'état de stress du corps et l'état de fonctionnement du corps. Et voilà, peut-être mettre en place un suivi si besoin. Et après, le parcours PMA, c'est un peu différent. Souvent, dans le SOPK, on a beaucoup de patientes qui vont avoir recours à la PMA. C'est très important d'être accompagné. L'ostéopathe en fait partie, mais c'est pas forcément. Faut aller là où vous avez besoin d'aller. Mais en tout cas, dans l'ostéopathie, moi, je trouve que c'est important de voir les patientes à certains moments du parcours. Il y a différentes étapes dans le parcours, donc je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. On pourra peut-être le développer s'il y a des questions, mais en tout cas, si vous êtes dans un désir de grossesse ou dans un parcours PMA, je vous invite fortement à en discuter avec votre ostéopathe et à voir à quel moment c'est plus judicieux ou non de venir. Ça peut être en début de stimulation. Moi, je trouve que c'est très intéressant s'il y a un transfert de le faire entre la ponction et le transfert parce que le corps est dans un état de stress avec tout le protocole médical. Et du coup, pour permettre au corps d'être le plus détendu et le plus accueillant possible, entre guillemets, si je puis parler comme ça, je trouve que c'est intéressant d'aller travailler et d'aller relâcher les tensions du corps avant le transfert. C'est très patient dépendant, il faut faire en fonction de vous et de comment vous vous sentez, c'est-à-dire que c'est des protocoles qui peuvent être lourds, il y a des femmes qui les supportent très bien, il y en a d'autres pour qui c'est vraiment une épreuve et il faut vous écouter. Il y a des patientes pour qui, en fait, une fois qu'il y a eu la ponction, elles n'ont qu'une envie, c'est d'être chez elles, cocon, bouillotte, tranquille, on ne m'embête pas, on ne me touche pas et voilà. Si c'est votre cas, il faut entendre ça et il faut aller vers ce qui vous fait du bien et ce qui est important pour vous. On avait parlé. Excuse-moi, je rebondis sur une question que j'avais eue en amont.
Donc tu parles bien sûr d'accompagner les femmes qui souffrent d'un SOPK pendant leur parcours Ouais. PMA. Mais je voulais savoir aussi comment ça se passe du côté des hommes, si eux aussi, il peut y avoir Oui. un accompagnement au niveau ostéopathie qui est fait pendant ce parcours. Ouais, je pensais qu'on en parlerait au moment des questions, mais c'est très bien de l'amener ici. Alors bien sûr, messieurs, vous n'êtes pas exempts d'ostéopathie et vous aussi, vous pouvez avoir des dérèglements hormonaux et des petits troubles de la physiologie du corps, etc. Moi, j'encourage toujours de recevoir les hommes, surtout en parcours PMA, souvent sur des débuts d'essai bébé, entre guillemets, ou en tout cas de désir de grossesse quand on est au début. J'en parle toujours. C'est pas que je l'impose, parce que j'impose jamais un soin, mais en tout cas, j'informe que ça peut être intéressant. Dans le parcours PMA, je trouve que c'est vraiment important, important pour deux raisons. Déjà parce que, en fait, même si c'est pas eux qui subissent les traitements, ils voient leur compagne, leur conjointe, pas être au top de leur forme, donc ça met aussi le corps dans un état de stress. Ça permet aussi, dans certains cas, d'aller travailler sur aussi les glandes chez l'homme et venir travailler sur tout l'aspect vasculaire et hormonal. On en parle peu, mais il y a quand même une hypofertilité masculine qui est en grandissante depuis quelques années. Donc, c'est toujours bon d'aller travailler sur le partenaire. Et je trouve, alors ça, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir l'écho du partenaire. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une idée de la stabilité qu'il y a dans le couple, parce que c'est des parcours qui sont très éprouvants, et du coup, moi, ça va me permettre d'orienter vers le couple, vers, je sais pas moi, une thérapie de couple, une psychologue, une sexothérapeute, j'en sais rien, mais de recevoir le conjoint, ça permet aussi de questionner sur comment est-ce que lui aussi vit la situation, est-ce qu'il y a des problématiques, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu as dit, mais faut pas oublier que c'est un parcours qui a deux. C'est beaucoup la femme qui reçoit les traitements, qui a des choses à suivre, des prises de sang, des examens, etc. Mais il faut vraiment pas oublier, c'est ce que j'avais d'ailleurs écrit dans mon livre, que c'est quelque chose qui se vit en couple et que la communication doit vraiment avoir une place importante, avoir le ressenti de l'autre, que l'homme aille aussi faire cette démarche de faire une séance d'ostéopathie. Ça peut montrer aussi que voilà, c'est pas seulement la femme, l'homme, il est là aussi, il fait attention à sa fertilité aussi, et il prend part complètement à ce parcours PMA. Ouais, exactement. C'est vraiment important, et je pensais en parler après, mais on peut en parler maintenant. Dans les parcours PMA, ou en tout cas, c'est très, très médicalisé, c'est très protocolaire. Quand on imagine faire un bébé, on n'imagine pas ça, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui appartient au couple, et personne d'autre n'est au courant que le couple. Dans les parcours PMA, c'est exposé, c'est maîtrisé, c'est contrôlé, et ça nous échappe un peu. Et je trouve que c'est vraiment important. Moi, je conseille très souvent à mes patients de prendre un temps pour eux en couple, pour ritualiser, ou j'en sais rien, mais en tout cas prendre un temps pour se dire, au moins aujourd'hui on a eu une insémination, aujourd'hui on a eu un transfert, là on est à la fin de la stimulation, enfin bref, peu importe l'étape où vous en êtes, mais de se remettre dans cet état de conception, c'est-à-dire que ça peut être allumer une bougie et se dire, ben voilà, aujourd'hui on a fait un transfert et c'est beau parce que notre désir c'est d'avoir un bébé, et de se redire qu'on s'aime. Ça peut être un câlin, ça peut être un bisou, ça peut être un massage, ça peut être planter un arbre, enfin peu importe ce qui vous parle, mais de refaire ce moment vôtre, de refaire ce moment, un moment de couple. C'est vraiment important parce que ça vous appartient. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, sur ces sujets, on aura vendredi une thérapeute qui nous parlera du couple et de l'infertilité, et puis samedi une psychologue qui nous parlera de tout ça. Donc n'hésitez pas, celles qui sont parmi nous ou celles qui nous regarderont en replay,
à suivre les prochaines conférences qui s'ouvriront davantage sur ces sujets, sur les sujets aussi de est-ce que c'est le moment de faire une pause? Est-ce que peut-être des fois on voit que l'objectif, il faut que je devienne maman à tout prix, mais en fait parfois il nous faut juste un mois où vraiment on se dit on s'arrête, on se reconcentre sur nous ou notre couple. Et c'est des sujets qui sont importants d'être abordés et on verra tout ça en fin de semaine davantage. Oui, totalement. J'appuie vraiment ce que tu dis sur cette idée de faire une pause ou de s'autoriser à faire une pause. Le meilleur thérapeute pour vous, c'est vous-même. Et le pire thérapeute pour vous, c'est vous-même. C'est-à-dire que il faut vous écouter comme vous écouteriez votre sœur ou votre meilleure amie. C'est-à-dire que on sait inconsciemment ou au plus profond de nous-mêmes si ça va ou si ça va pas, si c'est OK avec nous ou pas. Il faut y aller si c'est OK. Si c'est rude, il vaut mieux faire une pause et se ressourcer effectivement pour reprendre de l'énergie, refaire le point et y retourner après avec des forces. Mais je suis complètement d'accord, c'est vraiment important de faire attention à vous. Du coup, je vais enchaîner un petit peu. Tu m'avais demandé un peu quels conseils on pouvait donner à une patiente qui a du SOPK. Bon, moi, je donne des conseils avec ce que je suis, c'est-à-dire avec juste l'ostéopathe que je suis. Je ne suis pas naturopathe, mais souvent, ce que je conseille à mes patientes, c'est s'il y a un choix à faire, il vaut mieux aller chez la naturopathe. Parce que je pense que l'alimentation et les compléments alimentaires peuvent vraiment aider à réguler au niveau hormonal. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et après, pourquoi pas, une fois que c'est un peu régulé, au bout de ces 3 mois dont parlait Eva, peut-être venir faire une séance d'ostéopathie. C'est chouette. Mais voilà, pour moi, c'est la base, en tout cas dans le SOPK. Donc, j'ai mis l'alimentation IG bas, c'est indice glycémique bas, pardon, parce que c'est entre guillemets accessible à tous. On trouve plein de choses sur les réseaux, sur Internet, etc. Et du coup, ça peut être facile à mettre en place et il y a plein de recettes qui existent. Et c'est un premier pas, disons, voilà. Ensuite, j'ai mis bouger, c'est la vie. Il faut se déhancher dans le sens où il faut que votre bassin bouge, il faut que votre utérus bouge, il faut que vos ovaires bougent, dans le sens où il faut être mobile. On est dans une société où on est toutes et tous assis sur des bureaux, les jambes croisées, complètement verrouillés sur notre téléphone comme ça, en fermeture. Et il faut au contraire ouvrir ses chakras. Voilà, faut se bouger. Alors chacun à sa manière. Il y en a qui sont hyper sportifs et tant mieux si ça leur convient. Il y en a, c'est pas possible pour plein de raisons. Bouger, moi ce que je dis, c'est la base, c'est la respiration. Quand on respire, on vient faire un massage viscéral et c'est déjà énorme. Et si on peut marcher, même 10 minutes, un quart d'heure, c'est très bien. Et après, mon petit tips que j'ai à toutes mes patientes, c'est quand vous vous brossez les dents, vous mettez une musique qui vous fait kiffer et vous vous déhanchez. Voilà, c'est un petit rituel, c'est facile à mettre en place au quotidien, ça prend pas plus de temps, mais ça permet de juste bouger un peu. Voilà. Donc j'ai mis le yoga parce que dans certaines postures de yoga, donc on n'aura pas le temps de faire un cours de yoga, mais il y a pas mal de postures qui vont venir cibler certaines glandes, les ovaires, les surrénales, la thyroïde, etc. Et je trouve que moi, je le conseille très souvent à mes patientes. Je leur donne 2-3 petites postures à faire et je trouve que ça permet de bouger en douceur et c'est complètement accessible malgré parfois le surpoids qui empêche le fait de se mouvoir, c'est compliqué. Là, c'est plutôt accessible, donc je trouve que c'est intéressant. Et après, j'ai mis ce qui vous fait du bien. On a vu que le SOPK, c'est une pathologie où vous êtes plus plus sensible au stress. Et donc, il faut contrebalancer ce taux de cortisol avec des endorphines à fond, les ballons. Donc, il faut faire ce qui vous fait du bien. Que ce soit au niveau alimentaire, j'ai mis sport, cinéma, balade, discussion avec des amis, en amoureux, en famille. Et après, j'ai mis les massages, les câlins, les baisers, faire l'amour. Tout ce qui vous fait du bien, c'est vraiment important. Alors déjà, parce que ça vous fait du bien, mais parce que même au niveau hormonal, ça va permettre
d'améliorer, on va dire, l'équilibre hormonal du corps aussi. Donc voilà, c'est mon petit truc. Au niveau des thérapies complémentaires à l'ostéopathie, donc j'ai mis la naturopathie en premier parce que je trouve que c'est vraiment important. Et ensuite, j'ai mis psycho et sexo. La psychothérapie, je trouve que c'est important parce que au niveau du SOPK, il y a un rapport à soi, à l'image de soi, qui peut être parfois très difficile. Le diagnostic de la maladie, les parcours de fertilité qui peuvent être vraiment éprouvants. Donc, psychothérapie, thérapie de couple en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, ça peut vraiment être intéressant. Et après, j'ai mis sexologue parce que quand on est dans des parcours de fertilité, des parcours PMA, ça devient très protocolaire et du coup, la sexualité a une place presque mécanique, enfin parfois mécanique, pardon, au sein du couple. Et du coup, d'avoir une tierce personne qui vient redéfinir avec le couple, où est-ce qu'on place la sexualité, quelle importance ça a pour nous aujourd'hui dans notre couple et dans notre épanouissement de couple. Ensuite, j'ai noté la médecine chinoise et l'acupuncture que je trouve assez pertinente dans le SOPK et dans différentes pathologies de la santé de la femme, et le yoga. Voilà, là, je vous ai mis quelques petits tips. J'ai laissé la slide un petit peu pour que vous puissiez prendre des notes si vous voulez. C'était sur là, vous pouvez aller piocher de l'info. Donc, il y a le livre de Priscilla qui est très bien. J'ai mis Vivre en harmonie avec le SOPK que personnellement, je n'ai pas lu, mais que j'ai plusieurs patients qui m'en ont parlé, qui est assez récent, je crois. Après, il y a pas mal de podcasts qui existent où vous pouvez avoir pas mal de tips aussi. J'ai mis des podcasts sur la fertilité et les parcours PMA parce que ça fait partie du SOPK aujourd'hui et différentes assos. Et après, les deux choses que je vous conseille tout particulièrement, c'est vous faire confiance et aller là où ça vous fait du bien. Votre corps sait ce qu'il vous faut. Donc, faites-vous confiance, mais il faut vraiment faire une écoute vraie du corps. C'est pas, comment dire, c'est là où je dis on peut être le bon thérapeute ou le mauvais thérapeute pour soi. Il faut vraiment, si vous étiez votre meilleure amie ou votre grande sœur, qu'est-ce que vous conseilleriez? Et il faut aller vers là, il faut vous faire confiance, c'est vraiment important. Et il faut aller vers des thérapeutes en qui vous avez confiance. C'est-à-dire qu'on peut vous conseiller tel naturo, tel psycho, tel ostéo spécialisé en SOPK, etc. Si le feeling passe pas, c'est pas grave et vous allez voir quelqu'un d'autre. C'est que la personne n'est pas adaptée à vous et en fait, voilà, je trouve que c'est hyper important. Voilà. Et voilà. Merci. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je le rappelle, j'ai déjà dit hier avec Caroline et je le redis, c'est très important et je l'ai beaucoup écrit dans mon livre puisque j'ai beaucoup de retours de femmes qui me disent qu'elles se sentent pas écoutées, pas comprises et j'ai vraiment un seul conseil à donner sur ce sujet, c'est si on sent que l'écoute n'est pas présente, il faut pas hésiter à changer. Il y a beaucoup, beaucoup de spécialistes. Je sais que c'est pas toujours facile pour certaines qui habitent un peu loin des villes, mais je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un en face de nous du domaine médical ou, ou des médecines un peu plus douces, d'avoir quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprend. Voilà, Oui. donc n'hésitez pas à changer et à trouver quelqu'un avec qui vraiment vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez écouté sur vos symptômes et votre quotidien. Vous avez le site, je suis désolée, je rebondis avant de répondre à Christine, le site mapato.org où vous avez, en fonction de votre pathologie, vous pouvez trouver des thérapeutes près de chez vous qui ont été recommandés par des patientes. Voilà, et j'imagine que certaines assos ont peut-être des noms aussi. Voilà. Je ne sais pas, Christine, si vous voulez poser votre question. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous n'osez pas forcément prendre l'oral. Je vais continuer sur des questions qui ont été posées en amont de la conférence. J'en avais une notamment sur les fausses couches. Est-ce que des séances d'ostéopathie après une fausse couche est recommandée? Oui, merci, j'avais complètement zappé, en plus tu me l'as envoyé. Oui, carrément.
en fait, tout ce qui va être fausse couche, interruption médicale de grossesse, IVG, c'est pas des gestes anodins, même si dans le cadre de l'IVG, c'est choisi. Et ça peut laisser des traces, alors émotionnelles, mais aussi dans le corps. Et c'est très fréquent que sur des pathologies, alors on va dire féminines dans l'ensemble, parce que j'allais dire, ça se retrouve dans le SOPK, dans l'endométriose, dans des douleurs vulvaires ou de névralgie. Enfin bref, c'est des choses qui peuvent vraiment revenir et où on se rend compte qu'en fait, le corps, enfin, il y a des traces le corps a gardé trace, pardon, d'une fausse couche, d'une IVG ou d'une IMG. Donc ça, c'est hyper important en tout cas, de pas hésiter à le dire à votre ostéo si vous êtes suffisamment à l'aise et que vous êtes en confiance. N'hésitez pas à juste le déposer pour que le thérapeute ait ça à l'attention, enfin, et ça en tête quand il vient poser les mains. Parce que ça peut être, oui, euh, c'est hyper important et ça peut aussi, alors, comment dire, c'est pas comment dire, quelque chose de 100%, mais dans certains cas, ça peut gêner une prochaine grossesse, tant au niveau émotionnel qu'au niveau physique. Ok. Donc, je lis la question de Maëlle. Une patiente ayant le SOPK peut-elle être orientée vers un centre de l'endométriose où une prise en charge pluridisciplinaire peut être proposée? Sur le papier, j'allais dire, ça coûte rien de se taper à la porte. En fait, la question, moi, j'ai l'impression que c'est plus que vous êtes en recherche d'une prise en charge pluridisciplinaire et du coup, où trouver le réseau de professionnels qui travaillent là-dessus. Donc, là où ça peut être intéressant, c'est d'appeler le centre de l'endométriose, enfin, un centre d'endométriose en disant, bah voilà, est-ce que vous avez des contacts de personnes qui prennent en charge le syndrome d'ovaire polykystique ou plusieurs personnes, parce qu'en fait, très souvent dans ces centres-là, en fait, il y a plein de femmes qui ouvrent la porte qui n'ont pas d'endométriose, mais qui ont des douleurs pelviennes, qui vont avoir de la fatigue chronique, des troubles digestifs, etc., qui pourraient laisser penser à de l'endométriose, mais à l'IRM diagnostic, on ne trouve pas d'endométriose. Donc, c'est des patientes qui, sur le papier, ne rentrent pas dans les cases du centre endométriose, mais où les personnes coordinatrices de l'équipe peuvent réorienter vers différents thérapeutes pour la patiente, que ce soit dans le cadre de des douleurs de règles ou un SOPK ou d'autres symptômes qu'il pourrait avoir. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, n'hésitez pas à appeler ces centres directement ou à vous y rendre pour poser des questions, pour rencontrer des spécialistes. Peut-être qu'ils vous diront non, mais peut-être qu'ils vous renverront vers d'autres spécialistes qui ont des contacts. Donc, il faut toujours pas hésiter à poser des questions. On n'est jamais ridicule quand on pose des questions. Donc voilà, faut pas hésiter. Après, je sais moi que il y a des centres d'endométriose qui demandent vraiment les prises de sang, les IRM qui démontrent une endométriose et qui prennent que dans ces cas-là. Mais voilà, mais il faut pas hésiter à poser des questions sur ce sujet. Et je rebondis d'ailleurs sur l'endométriose, Pauline, pour te poser aussi une question. Si au niveau des traitements d'ostéopathie sur l'endométriose, le SOPK, est-ce qu'il y a des points en commun? On parle aussi d'endométriose et d'adénomiose. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites ensemble? Est-ce qu'il y a peut-être des liens qui sont connus? Oui. Ben, les traitements sont similaires dans le sens où on va travailler on va avoir le même objectif, c'est-à-dire l'idée c'est de rétablir la physiologie etc. Mais dans le cadre de l'endométriose, par exemple, on va retrouver des choses un peu plus spécifiques qu'au niveau, par exemple, du SOPK. Dans le cadre de l'endométriose, on va avoir souvent, à cause des lésions, des adhérences qui vont venir progressivement enraidir le bassin et tous les organes. Donc, ça va un peu engluer, si tu veux,
les différents organes et du coup, ça gêne bien sûr leur fonctionnement, mais on peut avoir des douleurs liées à ce manque de mobilité. Donc, on peut avoir, par rapport au SOPK, par exemple, je peux avoir des techniques beaucoup plus axées sur un travail des adhérences, ce genre de choses. Et après, pareil, on peut avoir tout un protocole en pré ou en post-opératoire aussi. Mais globalement, on va travailler sur les mêmes zones, mais disons que ce qui se passe sous les mains n'est pas la même chose. Je ne sais pas si Oui, ça répond à ta question. Et après, tu me disais, donc oui, endométriose SOPK, oui, ça existe. Endométriose adénomiose, oui, ça existe. Tout est possible. Mais voilà, je ne sais pas s'il y avait une question plus précise par rapport à ça, mais en tout cas, non, c'était globalement autour de l'endométriose. Et voilà, moi, je sais que je souffre d'adénomiose et du SOPK en même temps. Donc voilà, c'était aussi pour comprendre. Je pense qu'il y a peut-être des liens invisibles qui ne sont pas encore tout à fait compris. Alors après, déjà, tout ce qui va être cascade hormonale, enfin perturbation hormonale, c'est sûr que ça joue. J'avais une slide que j'ai un peu passée tout à l'heure, mais sur comment on appelle ça les influences génétiques, épigénétiques et environnementales, donc tout ce qui va être perturbateur endocrinien aussi, ça joue beaucoup. Et dans le cadre de l'adénomiose, voilà, il y a un vrai travail à faire sur l'aspect des ovaires et sur la deuxième partie de cycle, sur la progestérone, parce que du coup, c'est des patientes qui peuvent énormément saigner à cause des lésions qu'il y a à l'intérieur et qui peuvent avoir de très très grosses douleurs au moment de leur menstruation. Donc il y a tout un travail à faire au niveau de la régulation vasculaire aussi à ce niveau-là, et ça peut être très intéressant effectivement en ostéo de le travailler. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui. C'est bon, on t'entend. Ouais, je voulais juste rajouter par rapport à ça que on a beaucoup de cas de SOPK qui ont des douleurs pelviennes, des douleurs pendant leurs règles ou des douleurs à l'ovulation et tout. Et là-dessus, il y a deux choses que je voulais dire. Déjà, la première, c'est vraiment d'aller regarder qu'il n'y ait pas de l'endométriose en lien avec... parce que voilà, c'est possible d'avoir les deux, malheureusement. Et en fait, souvent, on dit, bah non, c'est des douleurs, c'est parce que j'ai le SOPK. Mais le SOPK en lui-même n'explique pas, enfin, si, il peut y avoir une explication hormonale, mais les douleurs pelviennes sont, voilà, c'est pas un des principaux symptômes du SOPK. Donc, c'est très, très important d'aller regarder auprès d'un centre spécialisé d'endométriose. On ne va pas au radiologue du coin parce que le radiologue du coin, il ne sait pas lire l'endométriose. Donc, on va vraiment dans un centre spécialisé pour regarder s'il n'y a pas de l'endométriose. Et si jamais il n'y a vraiment pas du tout d'endométriose et qu'il y a des douleurs pelviennes qui viennent voilà, à certains moments du cycle, je pense que le yoga, enfin il y a des postures vraiment de yoga qui peuvent être faites quotidiennement, qui peuvent largement réduire les douleurs. Et donc c'est vraiment toute cette histoire de mobilité que tu disais. C'est des choses à faire à la maison qui prennent 5 minutes par jour et qui peuvent vraiment réduire les douleurs, mais considérablement sur le long terme. Mais bon, en premier lieu, il faut aller voir l'endo, quoi, s'il n'y a pas de l'endo. Je rebondis sur deux choses. Donc, la première, sur le yoga. Le yoga, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet aussi de, je ne vais pas dire stabiliser le travail de l'ostéopathie, de l'ostéopathe, mais ça permet de tenir plus dans le temps et de profiter du regain de mobilité. Et après, par rapport à l'endométriose, donc on dévie un peu du sujet, mais en gros, aujourd'hui, dans les dernières recherches, l'endométriose est diagnostiquée. L'imagerie qui est pertinente pour l'endométriose, c'est l'IRM. Donc, ce n'est pas l'échographie. Donc, ça, c'est important de le savoir parce que l'échographie permet de voir qu'un seul type de lésion. Et après, par rapport à l'IRM, c'est pareil, aller dans un centre spécialisé parce qu'une IRM, en gros, on vous saucissonne, on vous coupe en tranches. Et entre deux tranches, on met une certaine distance. Sauf qu'il y a certaines lésions d'endométriose, c'est comme une plaque une plaque d'eczéma, on va dire. Et du coup, c'est très fin. Et donc, si ça passe entre deux tranches à saucisson, entre guillemets, et la lésion n'est pas. Donc, c'est bien d'aller voir un spécialiste qui fait ça régulièrement, parce que du coup,
comment dire, il aura une lecture plus pertinente de votre imagerie. Et la troisième chose à savoir, c'est que s'il n'y a rien sur l'IRM, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. La douleur, elle n'est pas dans votre tête, elle est bien présente, et on va aller investiguer autrement. Soit, par exemple, en célioscopie exploratrice, si vraiment le tableau est invalidant, qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe, etc., ça, c'est un chirurgien peut vous le proposer. Toujours aller voir des spécialistes de l'endométriose. Et après, en fonction des tableaux cliniques des patientes, donc en fonction de vos symptômes, la naturopathie, l'ostéopathie, la kiné, le yoga, enfin, toutes ces techniques-là autour de vous peuvent permettre de réduire considérablement ces douleurs. Donc, c'est là où c'est important, c'est-à-dire que le diagnostic, en tout cas dans le cas de l'endométriose, est certes important pour permettre de cheminer, d'avancer, etc. Mais c'est pas parce que le diagnostic n'est pas posé qu'il ne faut pas prendre en compte vos douleurs. Eh ben, j'ai rien à rajouter. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter cette soirée-là. En tout cas, merci. C'était une conférence très riche, très complète sur comment mieux accompagner de manière naturelle son SOPK. D'abord avec Eva et ses compléments alimentaires. Donc, je rappelle qu'Eva commercialise ses compléments avec Sova, que je vous invite à découvrir. Et ensuite avec Pauline qui nous a bien expliqué et informé sur comment accompagner notre SOPK avec l'ostéopathie. Donc, je vous remercie encore toutes les deux pour votre intervention. Je remercie toutes les participantes qui sont présentes ce soir pour cette conférence. Et je vous invite à venir demain pour la suite de cette semaine sur le SOPK et l'infertilité. Demain, on aura l'intervention d'une biologiste médicale au sein d'un centre PMA qui viendra nous expliquer en détail les différentes étapes de ce parcours de PMA où vous pourrez poser toutes vos questions et avoir plus de détails sur ce parcours-là. Donc, je vous remercie encore une fois à toutes. Merci aux intervenantes et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.